Bienvenue dans cette vidéo de retour sur les films de Yakuza. Je n'ai pas fait de vidéo de retour depuis quelques temps, donc je rappelle que le principe c'est de faire une vidéo en réaction aux questions et aux commentaires que la vidéo originale a généré et ainsi de pouvoir approfondir davantage le sujet. Puis ça me permet également parfois de partir un peu en freestyle sur ou autour du sujet qui a été évoqué dans la vidéo principale. Et donc là on a quelques questions. La première d'entre elles, elle vient de Geronimo et donc il s'interroge sur le fait que est-ce qu'il y a d'autres genres du cinéma japonais qui permettent de suivre l'évolution politique et sociale du pays. Évidemment, en fait, c'est cet exercice que j'ai fait avec le film de Yakuza, de voir à travers les sous-genres du film de Yakuza qu'est-ce qui était en œuvre au Japon d'un point de vue politique et social. C'est un exercice qu'on peut faire avec quasiment tous les genres possibles et imaginables. On peut le faire avec les films de samouraï, on peut le faire avec les films de ninja, par exemple les films de ninja du début des années 1960, qui étaient pas mal influencés par un certain nombre d'évolutions des mouvements gauchistes qu'il y avait au Japon durant cette période. On peut le faire avec quasiment tous les genres. Par exemple, pour le film de samouraï, sur le fait que Kenji Mizoguchi avait fait un film sur la fameuse histoire des 47 Ronin, eh c'était lié aux valeurs que le pouvoir militaire souhaitait déployer, souhaitait mettre en avant durant cette période, évidemment, un petit peu compliquée. Donc, à chaque fois, en fait, il y a toujours un angle spécifique qui permet de voir ce que les réalisateurs, ce à quoi les réalisateurs réagissaient au moment donné. Les comédies également, si vous prenez une comédie japonaise des années 2010 et une comédie japonaise des années 1960, vous allez voir de nombreuses différences et vous allez pouvoir établir un certain nombre d'obsessions, d'un certain nombre de sujets qui les taraudaient à ce moment-là. Et par contre, évidemment, pour pouvoir faire ce type d'exercice, il faut être un minimum conscient des luttes politiques et sociales qu'il y avait à l'époque, d'un certain nombre de faits divers. Donc il faut se tenir au courant sur l'histoire du pays à un moment donné. Mais si on fait l'effort, si on creuse un minimum, on peut faire ce type d'exercice avec quasiment tous les genres possibles. Il y en a avec lesquels c'est plus facile, il y en a avec lesquels c'est un petit peu plus dur. Je trouve que le film de Yakuza s'y prête assez facilement, pour le coup. C'est pas un genre qui est trop compliqué. La comédie, par exemple, est peut-être un poil plus complexe, mais on peut quand même toujours faire cet exercice avec tous les genres et dans tous les pays. On peut s'y amuser également avec tous les pays d'Asie, avec les États-Unis, avec n'importe quel pays d'Europe. Donc ça, c'est un exercice un peu le b.a.-ba quelque part d'une certaine forme de critique cinématographique et je m'y suis employé ici avec le film de Yakuza. J'avais également une question de Michel Cocteau par rapport au diptyque The Blood of Wolves qui a été réalisé par Kazuya Shiraishi. Donc le premier qui date de, là j'ai un petit doute, 2017 ou 2018, et le second qui est lui sorti cette année, donc 2021. Le premier qui est une adaptation d'un livre de Yuko Yuzuki, qui est une autrice de polar extrêmement célèbre au Japon et qui a d'ailleurs été traduit en français sous le titre du Loup d'Hiroshima aux ateliers Akatombo, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Moi je l'ai sur ma pile de livres à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, c'est une autrice de polar en général très noire qui est très connue. Et ça, c'est peut-être un élément qui est important également à souligner quand j'évoque l'univers du film de Yakuza sur ces dernières années. Je reste assez optimiste sur l'évolution et sur les films qui pourront être faits sur le sujet, entre autres parce qu'il y a mine de rien toute une nébuleuse, tout un microcosme d'auteurs, de polars, d'histoires de Yakuza qui est très actif, qui a beaucoup de succès. Et donc par conséquent, c'est finalement assez facile pour le cinéma d'aller puiser dans ces histoires et de continuer donc à faire des films autour des Yakuza. Et vu que ça a un succès commercial donc en littérature, ça peut facilement donc trouver un succès commercial au cinéma. C'est ce qui est arrivé ici avec Blood of the Wolves, avec le Loup d'Hiroshima de Shiraishi.
Et donc je pense que ça va continuer encore pendant un certain temps, voire toujours. Je veux dire, il y aura toujours une demande pour ce type d'histoire à travers la littérature et le cinéma. Et donc en l'occurrence, le loup d'Hiroshima, Blood of the Wolves, dans son titre anglais, bah, effectivement c'est un polar très sympa où on suit un flic un petit peu pourri. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Beast Cops de Gordon Chan avec deux personnages, un qui est un peu inscrit dans ce microcosme criminel qui était Anthony Wong dans Beast Cop, avec un flic beaucoup plus proche des procédures classiques, qui essaye d'être vraiment un peu rigide, un peu psychorigide on va dire quelque part, et comment il va se faire corrompre un petit peu par cet univers. Donc il y a un peu de ça donc dans Beast Cop, et il y a un peu de ça dans Blood of the Wolves, sauf qu'ici on est avec ce personnage donc de flic un peu corrompu, avec une nouvelle recrue, même s'il va y avoir quelques twists sur la raison de pourquoi cette recrue est avec lui. Et donc il y a un petit peu de cet univers, il y a un petit peu de cette atmosphère dans Blood of the Wolves, et ça marche très bien. Il y a pas mal de violence et de séquences un petit peu, peut-être pas gore, mais enfin quand même bien agressive, et cette ambiance effectivement assez noire qui est très sympa, qui est vraiment bien retranscrite, avec ce qu'on peut attendre d'un film avec un relatif budget quand même dans le cinéma nippon actuel, donc avec une technique qui est quand même tout à fait de bonne tenue, avec des bonnes prestations des acteurs, pas trop de ce côté idol qu'on peut facilement avoir dans le cinéma japonais moderne, et depuis déjà quasiment 20 ans. Donc c'est un bon film, le premier Blood of the Wolves. Le second est pas mal non plus. Le second ne se base pas sur un écrit de Yuko Yuzuki. Il est peut-être un poil plus prévisible à cause de ça. En fait, on a vraiment un antagoniste principal qui est au cœur du récit. C'est presque lui d'ailleurs le personnage principal, davantage que le flic qui essaye de l'abattre. Et il y a des éléments intéressants, mais il est tellement quasi psychopathe que on sent venir quand même un peu la manière dont les choses vont se dérouler. Alors il y a quand même un certain nombre de petites surprises, et il y a toujours cette ambiance très noire, très violente, qui fait que le film est très sympathique. J'ai eu quand même une très légère préférence pour le premier, comme vous pouvez le voir dans la manière dont j'en parle. Mais dans les deux cas, ça fait partie quand même des films de Yakuza récents les plus intéressants, je dirais, avec Yakuza and the Family, que j'avais déjà cité dans la vidéo principale. Et donc ça mérite un coup d'œil si vous aimez le genre, et si vous avez soif de versions modernes des films de Yakuza. Ça fait partie donc des bons crus. Il faut avoir conscience que tout comme aux États-Unis, on a une tendance à avoir des films, soit des gros blockbusters, et soit des films très petits. Il y a plus ces espèces de films intermédiaires, et je parle des États-Unis, mais c'est un phénomène quasi mondial. C'est un petit peu la même chose dans le cinéma japonais, si bien qu'on a soit donc des films ambitieux avec pas mal de budget, type Blood of the Wolves, qui parlent des Yakuza, soit on a vraiment des films très très petit budget, tendance très exploitation, avec beaucoup de gore et d'érotisme. Et on n'a plus cette espèce d'entre-deux, ou plus beaucoup en tout cas. Et c'est assez dommage. C'est un entre-deux dans lequel finalement le film de Yakuza était tout à fait à son aise, quelque part, parce que faire un film de Yakuza, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de budget. Vous avez juste besoin d'avoir des bons acteurs, d'avoir quelques idées intéressantes, et vous pouvez faire quelque chose de bien là-dessus. C'est dans cet esprit que le cinéma de Yakuza des années 90 a réussi à trouver un élan, et a réussi à faire preuve d'énormément de créativité. Mais vu qu'on n'a plus beaucoup de films dans cet entre-deux, on a à la place deux extrêmes qui ont chacun leur qualité, mais je trouve qu'il y a un manque, il y a une place qui reste à prendre, et qui permettrait d'avoir des films de Yakuza intéressants. Bon, on peut espérer que les choses évolueront, peut-être avec les plateformes de streaming, peut-être à travers ce type de nouveaux formats.
Mais oui, donc c'est un petit peu regrettable. Mais en tout cas, pour revenir au sujet principal qui avait été soulevé par Michel Cocteau, oui, donc Blood of Wolves, ça vaut le coup. Allez-y si vous aimez le film de Yakuza. Après, j'avais toute une série de questions très intéressantes qui avaient été soulevées par Giuseppe Zamparotti sur la dénomination en fait de films de Yakuza. Et lui se posait la question de savoir sur des films comme A Cult is My Passport ou bien Cruel Gun Story ou encore La Marque du Tueur, est-ce que ces films peuvent être considérés comme des films de Yakuza ou est-ce que ce sont des films noirs, des films de gangsters de manière plus générale? Et c'est une question effectivement très légitime et que je me suis pas mal posée quand j'ai fait la vidéo par rapport à la période directement d'après-guerre jusqu'à l'apparition du Ninkyo. Donc les années 50 jusqu'au début des années 1960. C'est vrai qu'on a tendance, dès qu'il y a des films de gangsters, à parler de films de Yakuza pour le cinéma japonais. Dans les faits, je pense que c'est effectivement une simplification. Qu'il y a des films de gangsters qui ne sont pas des films de Yakuza. Alors il y a des sous-genres, d'autres encore sous-genres spécialisés. Il y a les films de Sukeban par exemple, sur les jeunes filles délinquantes qui ont eu beaucoup de succès, surtout dans les années 70 et qui continuent encore aujourd'hui à avoir quelques itérations modernes. On a des films avec des gangsters mais qui ne sont pas forcément affiliés au Yakuza. Il y a les gangsters, les jeunes gangsters type ceux qu'on voit dans les Crows, la série Les Crows Zero, ceux qu'on voit dans un certain nombre de films des années 1970 également, ou bien dans un film comme Osaka Tough Guy, un des premiers films de Takashi Miike. Donc clairement, Giuseppe a raison, il y a des films de gangsters qui ne sont pas des films de Yakuza. On a tendance en fait à mettre tout dans le même sac. Dès qu'on voit un film de gangster japonais, on le met sous le terme de film de Yakuza, et c'est pas forcément le cas. Alors si on prend après sur des cas spécifiques, par exemple, moi j'ai pas vu Cruel Gun Story, mais j'ai vu A Cult is My Passport, et je me suis posé effectivement la question de l'intégrer dans la vidéo. Bon, finalement, pour des raisons de garder une espèce de ligne narratrice cohérente et simple, j'ai pas voulu l'intégrer parce que il rentrait pas forcément exactement dans les rails que j'avais. Mais je pense qu'on peut quand même le qualifier de film de Yakuza. Alors peut-être moins pour ses personnages principaux de Joe Shishido et de son, je sais plus si c'est son frère ou si c'est son associé, qui eux effectivement sont des tueurs professionnels freelance. Donc ce sont des gangsters, mais ce ne sont pas à proprement parler, en tout cas de ce que moi j'en comprends, des Yakuza. Par contre, les gens qui les emploient et qui essayent après de les doubler, j'ai bien l'impression que ce sont des Yakuza. Maintenant, c'est pas dit de manière aussi directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tatouage clair, il n'y a pas de nom d'organisation qui donne clairement à penser qu'ils font partie des Yakuza, mais enfin, ils ont l'air d'avoir une structure, ils ont l'air d'avoir un univers, d'avoir des ressources qui les rapprochent des Yakuza, et donc je pense qu'on peut quand même qualifier ce film de Yakuza. Giuseppe citait aussi le cas de L'Ange ivre de Akira Kurosawa avec Toshiro Mifune, qui clairement est un gangster, mais il a raison, ce n'est pas indiqué de manière directe qu'il s'agit d'un Yakuza, et ça pourrait donc effectivement être un petit gangster de son quartier qui n'est pas forcément affilié au Yakuza. Je me suis posé la question quand j'ai fait la vidéo. Au final, pour L'Ange ivre, j'ai décidé de la mettre pour deux raisons. Une raison très pratique, c'est déjà que j'avais pas beaucoup de films présentant des gangsters durant cette période, donc de la toute fin de la guerre jusqu'à 52-53, donc durant la période d'occupation américaine. Donc pour moi, c'était quand même bien pratique de l'intégrer. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai quand même décidé de l'intégrer en tant que film de Yakuza, c'est parce que le film fait partie des films qui sont critiqués dans le livre de Yakuza de Mark Schilling, qui est un petit peu la référence sur le sujet. Donc je me suis dit, bon, s'il l'a mis dedans, je pense qu'on va pas pousser plus loin la question, on va le garder également en tant que film de Yakuza. Mais je pense que la question est légitime et on peut se la poser. Est-ce que c'est vraiment un film de Yakuza? Pas sûr, ça peut être simplement un film de gangster, donc de la plus grande catégorie que la catégorie des films de Yakuza. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a finalement
assez peu de signes distinctifs directs des Yakuza dans le cinéma japonais d'après-guerre jusqu'au début des années 1960. Et je n'ai pas la question en fait. C'est assez triste. J'ai essayé de trouver une réponse par rapport à ça, et pendant que je faisais la vidéo avant, j'avais déjà fait des recherches. J'ai tendance à penser que ça a dû faire partie des instructions de la tutelle américaine pendant l'occupation, vu que les syndicats de Yakuza durant l'ère Showa se sont très profondément impliqués dans la vie politique japonaise, et même un petit peu avant, en prenant le parti très clair des partis d'extrême droite, et se rangeant donc du côté plutôt des politiques militaristes qui ont suivi, même s'ils n'étaient peut-être pas forcément tout à fait sur la même longueur d'onde que l'armée proprement dit, mais enfin, ils étaient quand même sur une politique clairement d'extrême droite, et donc ils ont été dans la ligne de mire des autorités américaines durant la période d'occupation, et donc je pense qu'il y avait des instructions claires de l'occupation américaine, de l'occupant, pour ne pas mettre en valeur les Yakuza, ou pour les montrer de manière assez critique, comme ça peut être le cas potentiellement dans l'Angivre. En tant que dans l'Angivre, on a un gangster qui n'est pas présenté de manière positive, qu'il soit Yakuza ou non, ça reste dans les instructions telles que je pense qu'elles ont été données par l'occupant américain. Ceci étant, je dis que je pense parce que je n'ai pas réussi à trouver des informations claires par rapport à ce sujet. Et après, ça ne répond pas, même si c'est le cas, ça ne répond pas à la question de pourquoi, à partir du moment où l'occupation américaine a cessé, donc du côté de 52-53, pourquoi pendant une période de 10 ans, on n'a pas eu droit finalement à des films de Yakuza, en tout cas des films de Yakuza dans un contexte contemporain, puisqu'on a commencé à avoir des films de Yakuza, mais dans un contexte plus ancien, qui est souvent la fin de l'ère Edo, le début de l'ère Meiji, enfin dans ces eaux-là, hein, c'est ce que j'ai indiqué dans la vidéo, avec beaucoup de Yakuza mythiques, ou bien avec des personnages de fiction type Zatoichi. Mais a contrario, quand il s'agissait de montrer les gangsters dans le Japon moderne, eh bien c'était rarement effectivement des gangsters qui étaient montrés clairement comme des Yakuza, et on avait davantage des figures qui se rapprochent du film noir à l'américaine, ou bien plus du côté de James Bond, avec des groupes de super méchants, tendance internationale, avec des histoires de trafic de diamants, de drogue, ce genre de choses. C'est la Nikatsu qui a fait beaucoup de films comme ça. Enfin, les autres studios en ont fait également. Et c'est pas forcément des gangsters exactement type Yakuza, mais pourquoi je ne sais pas. Il y avait peut-être encore une certaine peur, ou certains stigmates qui étaient encore sur les Yakuza, même si, comme on l'a vu dans la vidéo, mine de rien, ils ont retrouvé assez rapidement leur place dans le tissu politique et social japonais une fois que l'occupant américain est parti, et puis il avait déjà quand même trouvé leur place durant l'occupation également. Donc je n'ai malheureusement pas de réponse claire à la question soulevée par Giuseppe à ce niveau. Pourquoi est-ce que les Yakuza ne sont pas apparus de manière plus frontale durant cette période? C'est un sujet qui mérite encore d'être creusé, ou peut-être que si certains d'entre vous le savent, ils peuvent y répondre. Dans ce cas-là, évidemment, n'hésitez pas à mettre un commentaire par rapport à ça. Et pour compléter avec une autre série de questions que Giuseppe a posées, il s'interrogeait sur le fait qu'un film comme La Marque du Tueur de Seijun Suzuki pouvait être considéré comme un précurseur du Jitsuroku. Alors moi j'ai du mal avec ça, je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, il y a des conflits inter-gangs, et le respect des codes des Yakuza est finalement assez accessoire, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, donc il a pas tort, hein, il y a cet aspect-là, c'est présent. Mais j'aurais du mal à quand même le considérer comme un vrai précurseur, déjà parce que il est encore, mine de rien, dans cette influence film noir, film semi-espionnage, un peu James Bond des années 50-60, qui fait que on n'est pas non plus totalement frontalement dans l'univers du film de Yakuza tel qu'il va être défini plus tard. Et puis parce que moi, de mon point de vue,
ce qui caractérise le Jitsu-Roku, c'est vraiment le côté réaliste qui s'inscrit dans un contexte politique et social japonais vraiment très localisé, très identifié, avec en général se basant sur des faits réels, avec une volonté vraiment de coller à la réalité des personnages, à la réalité du monde du crime. Ce qui n'est pas forcément le cas de la marque du tueur, et ce qui n'est pas le cas en tout cas stylistiquement, puisque la marque du tueur c'est quand même très stylisé dans son approche, et le Jitsu-Roku au contraire c'est beaucoup plus brutal, un côté un peu documentaire, et c'est vraiment quelque chose qui je pense est au centre de la différence entre certains films qui peuvent par certains côtés effectivement être précurseurs du Jitsu-Roku, mais à quel il manque encore pas mal d'ingrédients, et je pense que la marque du tueur c'est ça qui manque, et qui est quand même un élément assez fondamental, en tout cas tel que moi je le vois, du Jitsu-Roku. Donc par certains points de vue, par certains côtés, oui, il y a des éléments précurseurs du Jitsu-Roku, mais je ne le qualifierais pas quand même pour autant de précurseur. Je pense que si on veut vraiment chercher des films qui sont davantage précurseurs, on peut en trouver dans certains Ninkyo, ou comme je l'ai indiqué dans la vidéo, dans certains films de Kinji Fukasaku tels que Homme, Porc et Loup. Je pense que là c'est davantage des films comme ça qui annoncent le Jitsu-Roku bien plus qu'un film que la marque du tueur. Mais après ça peut s'argumenter, hein, c'est un point de vue qui peut se défendre dans tous les cas. Il y a eu également un petit commentaire de Mohamed qui est un grand spécialiste du film de Yakuza, et je suis très heureux qu'il ait donné son approbation à la vidéo, parce que j'avais peur qu'il me reprenne avec justesse, hein, bien évidemment, parce que j'allais faire des erreurs et qu'il allait me moucher. Mais c'est pas le cas, donc ça doit vouloir dire que j'ai fait du bon travail, et je suis très heureux donc d'avoir son approbation par rapport à ce sujet qui lui est cher, et sur lequel c'est vraiment un spécialiste. Et il attirait mon attention à juste titre sur le fait que quand je parlais de la filiation entre le Ninkyo et l'Heroic Bloodshed, que j'aurais pu citer le cas de The Club de Kirk qui donc décrit la lutte autour d'une boîte, d'un club, hein, dans le Hong Kong du début des années 1980, et dans lequel effectivement, comme il le souligne, il y a une actrice japonaise, dans lequel on a également Michael Chan, qui est un ancien membre des triades, et qui se bat un moment au katana. Donc effectivement, il a raison, hein, The Club c'est un film qui est séminal dans l'univers des films de gangsters hongkongais, et qui par certains côtés effectivement est le précurseur, on y revient, de l'Heroic Bloodshed. Il y a également Hong Kong Godfather de Johnny Wong qui annonce beaucoup de choses dans ce registre, et qui peut être vu donc comme une sorte d'appropriation hongkongaise du Ninkyo. Donc c'est très vrai, donc c'est très vrai, et ça l'est d'autant plus que Michael Chan, il a des liens assez, peut-être pas étroits, mais enfin il a des liens assez forts avec certains Yakuza, et tout particulièrement, d'après ce que j'ai pu comprendre, avec le Yamaguchi-gumi, le Yamaguchi-gumi qui est un des tout premiers syndicats de Yakuza au Japon, basé du côté de Osaka et Kobe. Donc effectivement, il y a des liens directs entre certains individus, et en l'occurrence entre certains genres cinématographiques. Et oui, donc The Club peut être vu comme un précurseur de l'Heroic Bloodshed, et comme le chaînon manquant entre le Ninkyo et l'Heroic Bloodshed cher à John Woo. Et pour terminer sur le côté questions et commentaires, il y avait 2 commentaires de Nekoala. D'abord sur Les Loups d'Hideo Gosha. Nekoala aime visiblement beaucoup Les Loups d'Hideo Gosha, et était donc content de voir que c'était un film que je poussais fortement dans la vidéo quand je parlais du Ninkyo. Donc effectivement, hein, moi j'adore Les Loups, hein, comme je l'ai dit, je pense que c'est l'apothéose du genre, et quelque part il est également au tournant, enfin on sent qu'il y a quelque chose qui va partir dans une autre direction, qui va effectivement donner le Jitsu-Roku, mais je ne vais pas davantage parler des loups ici dans cette vidéo de retour, parce que j'ai participé à une discussion autour des films de Yakuza
pour la chaîne du Beau Parleur du cinéma. Et durant cette discussion, il y avait comme intervenant Robin Gatto qui est l'auteur de la biographie de référence consacrée à Hideo Gosha. Et donc il a eu l'occasion de parler en détail et en profondeur des loups. Donc je ne vais pas moi le faire davantage ici, je vais vous renvoyer sur ce que Robin en a dit dans la vidéo qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas encore en ligne, mais ça devrait l'être incessamment sous peu, donc sur la chaîne de Beau Parleur, et je rajouterai le lien de ce débat une fois qu'il sera en ligne dans cette vidéo de retour et dans la vidéo originale consacrée au film de Yakuza. Et l'autre remarque, l'autre commentaire qu'a fait Nekoala, c'est par rapport à Juzo Itami et par rapport à Nimbo, en précisant à juste titre que Juzo Itami, donc le réalisateur de Nimbo ou L'art subtil de l'extorsion, avait été suicidé par des Yakuza. Alors, c'est exact. Alors, c'est exact dans le sens où c'est une rumeur qui existe depuis longtemps et qui semble à peu près avérée. On va quand même préciser que la version officielle, c'est que Juzo Itami se serait suicidé après qu'il ait appris qu'un journal allait révéler qu'il avait des relations extramaritales. Donc ça, c'est la version officielle. Effectivement, on a de gros doutes par rapport à cette version officielle. Il y a une rumeur extrêmement pressante qui voudrait que ce soit un chef Yakuza, en l'occurrence Tadamasa Goto, qui lui aussi, on a parlé du Yamaguchi-gumi, mais lui aussi a fait partie du Yamaguchi-gumi. Donc ce serait lui qui aurait commandité ce suicide. Sachant que c'était normalement également lui qui était celui qui avait commandité une autre opération contre Juzo Itami suite à la sortie de Nimbo ou l'art subtil de l'extorsion. Juzo Itami s'était retrouvé à s'être fait tabasser et taillader dans son parking qui était juste en face de son domicile un petit peu après la sortie du film. Et donc ça aurait été encore une fois Tadamasa Goto qui aurait été le responsable, et quelques années plus tard, donc ça aurait été également lui qui aurait commandité l'assassinat de Juzo Itami. Alors paraît-il parce que Juzo Itami préparait un film dans lequel il aurait dénoncé les liens entre le Goto Yumi, donc le groupe de Tadamasa Goto, et la secte Soka Gakkai. Donc un projet qui n'a a priori jamais vu le jour, puisque Juzo Itami est décédé. Mais oui, donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Il faut bien avoir en tête que le cinéma a des liens à la fois étroits et à la fois parfois conflictuels avec les Yakuza. Et Juzo Itami, en tout cas, lui, il l'a payé au prix fort. Et c'est très triste. Ça me permet de rebondir un petit peu sur le sujet pour évoquer un peu plus en détail Nimbo ou l'art subtil de l'extorsion. Donc, on peut se demander, vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qu'est le Nimbo. Donc, le Nimbo, c'était une pratique qui était en train de se développer de plus en plus dans les années 80, qui est une forme d'intimidation arnaque. C'est-à-dire que vous avez un restaurant et vous allez avoir des Yakuza qui vont venir dans votre restaurant et puis vous allez leur servir une soupe. Et le Yakuza va dire « Ah, mais il y a une mouche dans ma soupe. Vous devez me dédommager ». Et à partir de là, ils vont montrer leurs muscles, ils vont gueuler, ils vont foutre le bordel de manière à ce que le restaurateur les paye. Et voilà, même si évidemment il y avait en réalité la mouche, soit elle n'existait pas, soit c'est eux qui l'ont amenée, il n'y avait rien du tout. Donc en fait, ils créent des situations dans lesquelles ils peuvent intimider la partie adverse et ainsi obtenir de l'argent. Ça peut être, ils sont très créatifs dans ce registre. Il y a plein d'exemples qui existent, dont certains sont assez cocasses. Et c'était une pratique qui était donc tout particulièrement en développement durant les années 1980. Et c'est intéressant parce que quand la loi anti-gang a été prise, alors je précise d'ailleurs que j'ai fait une petite erreur sur la loi anti-gang, ou en tout cas une simplification. J'ai dit que la loi anti-gang, elle avait été prise en 1992. C'est pas tout à fait exact. Elle a en fait été votée en 1991 et elle a trouvé à s'appliquer à partir de 1992. Donc voilà, il faut préciser quand même par rapport à ça. Et pourquoi est-ce que cette loi anti-gang a été prise? Alors il y a plusieurs
facteurs a priori qui ont motivé les autorités à le faire, et un des facteurs c'était justement cette recrudescence du Ningbo qui affectait toutes les couches de la population japonaise, parce que normalement si on se tenait au code des Yakuza, ceci était censé ne pas affecter la population civile normale. Bon, à mon avis, ça reste quelque chose de très théorique, et dans la pratique, il y avait déjà pas mal d'incursions dans la vie courante des citoyens japonais, ne serait-ce que le fait d'avoir à payer de l'argent de protection, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'était... il y avait une semi-réalité là-dedans, dans le fait que les Yakuza faisaient beaucoup de business dans des registres certes illégaux, mais pour lesquels il y avait une demande quand même de pas mal de citoyens. Et avec le Ningbo, en fait, ça a contribué à noircir leur image, et ça a contribué au fait que il y avait un relatif consensus dans la classe politique et dans la population japonaise pour que il y ait des mesures qui soient prises de manière à mettre fin à un certain nombre de ces agissements ou de ces dérives de la part des Yakuza. Donc le Ningbo a contribué à la loi anti-gang. Alors après, il y a d'autres facteurs qui ont joué effectivement également dans la mise en œuvre, dans le fait qu'une loi de cette nature a été votée. Si vous voulez en savoir plus par rapport aux détails des activités des Yakuza avant la loi, le détail de la loi et les conséquences de la loi, je vous recommande très fortement la lecture d'un livre qui s'appelle The Japanese Mafia, Yakuza Law and the State, qui a été écrit par Peter Hill. Donc c'est un livre en anglais qui revient vraiment dans le détail sur tous ces sujets, et qui est passionnant à lire si vous êtes intéressé par les Yakuza et par la réalité des Yakuza. C'est pas forcément la lecture la plus facile, parce qu'il y a un côté un peu académique, un peu sociologique parfois, mais c'est très très riche et très très intéressant, donc je vous le recommande fortement si vous êtes passionné par ce sujet. Et donc évidemment, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est une loi qui a eu quand même un impact assez fort, même si la loi en elle-même n'est pas si forte que ça. Enfin, en tout cas, il y a certains critiques qui pensent que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, ça a eu un vrai impact sur les Yakuza. Il y a quand même un avant et après dans la manière dont les Yakuza peuvent faire leurs activités. Et donc, ça a pas mal changé la physionomie des Yakuza au Japon, et par conséquent, la manière dont les films sont traités également. Bon, j'ai terminé en ce qui concerne les questions et les commentaires que la vidéo a générés. Maintenant, je vais partir un petit peu en freestyle pour compléter certaines informations, pour aller un peu plus dans le détail sur certains points, parce que parfois, quand on essaye de faire quelque chose qui fait sens d'un point de vue historique et narratif, on est obligé de mettre certains trucs de côté et d'aller parfois dans la simplification. Donc là, je vais en profiter pour aller un peu plus dans le détail. Par exemple, quand j'ai évoqué la structure type des films de Ninkyo, je dois quand même préciser que c'est une structure type qui est surtout à l'œuvre dans les productions de la Toei. C'est beaucoup moins le cas si vous allez dans les films des autres studios, de la Nikkatsu ou de la Daiei. Et c'est une structure, alors j'en suis un petit peu critique dans la vidéo, mais c'est une structure qui marche, elle a fait ses preuves. C'est un peu le même principe que les films de sport qui ont toujours la même structure. Cette structure du film de Ninkyo de la Toei, elle est efficace, elle marche. Et à chaque fois que vous allez voir un film de la Toei, finalement, quelque part, vous serez en terrain inconnu et vous aurez toujours un facteur de divertissement assez élevé, assez réussi. Ça manquera en général de génie, c'est le problème d'avoir une structure établie qu'on suit à la lettre, mais c'est efficace, ça marche, il faut bien le dire. Donc par conséquent, si vous voulez également chercher des œuvres un peu plus originales en matière de Ninkyo, il faut donc davantage aller du côté de la concurrence, aller davantage du côté de la Daiei et de la Nikkatsu. Alors ça a des avantages dans le sens que c'est un peu plus original, mais ça a aussi des désavantages dans le sens que parfois ça part dans des directions qui peuvent être encore plus
plus prévisible ou rasoir que ce que la Toei fait, et donc on peut se retrouver avec des films qui sont encore moins intéressants que les films de Ninkyo et de la Toei. Donc c'est un territoire un peu plus sauvage, un peu plus aléatoire comparé à la valeur sûre que représente le Ninkyo de la Toei. Donc il faut le savoir. Dans la vidéo, quand j'ai suggéré des films de Ninkyo, donc j'avais parlé de la vie d'un tatoué et des loups, je vais citer un autre film que j'aime beaucoup dans le registre du Ninkyo et qui est un film de la Dai qui s'appelle Gambler's Life Unstoppable Bloodbath, donc tout un programme. Il a également comme titre alternatif Gambler's Life Massacring Fudo, et il a été réalisé par Kimiyoshi Yasuda. Et c'est un film qui est intéressant pour deux points. Le premier, c'est qu'il y a une ambiance très, très crépusculaire, très sombre, et il y a une réalisation très inspirée également de Yasuda, avec vraiment cette esthétique japonais qui est absolument magnifique. J'ai utilisé quelques bouts dans la vidéo, surtout dans les scènes de neige. Il y a vraiment un soin qui a été apporté à l'esthétisation et à la réalisation, au cadre, qui est en général présent dans le cinéma japonais des années 60 et dans la plupart des Ninkyo. C'est pas des manchots qu'il y a derrière la caméra, mais je trouve qu'il y a un degré de réussite légèrement supérieur dans celui-là, et ça tient également à la présence dans le rôle principal de Raizo Ishikawa. Raizo Ishikawa, c'était une grosse star des années 50 et 60 du Japon, qui était tout particulièrement spécialisé dans les films d'époque et les films de samouraï. C'était lui qui était dans Nemuri Kyoshiro, c'était lui qui était également dans la série des Shinobi no Mono, donc des films qui étaient extrêmement populaires et des gros succès commerciaux. Et il était en fait en fin de vie quand il est mort assez jeune, je crois au début de quarantaine, si je ne m'abuse. Et Gambler's Life Unstoppable Bloodbath, ça représente son avant-dernier film. Et je trouve que ça se ressent dans son jeu. Il a vraiment ce côté désespéré, quasi suicidaire, en tout cas très très sombre. Il porte quelque chose sur ses épaules. Ça sent. Alors je ne sais pas si quand il l'a fait, il était déjà au courant de son état de sa maladie. Je crois que c'était le cas, effectivement, parce qu'il me semble qu'il a dû être doublé sur certaines séquences de combat, même si ça se voit pas trop d'ailleurs. Mais ça se ressent en tout cas dans sa prestation, et ça se ressent dans l'ambiance qu'il y a dans le film, qui est vraiment crépusculaire, qui est vraiment quasi apocalyptique, et ça donne un très bon film. C'est assez triste quand même que ce soit la mort programmée de sa star qui amène à ça, mais en tout cas ça donne un film d'excellente qualité et que je vous recommande si vous aimez les bons films japonais et si vous aimez en l'occurrence les Ninkyo. Tant qu'à parler d'ailleurs d'acteurs au sein du Ninkyo, j'ai évoqué le cas de Koji Tsuruta et de Ken Takakura, qui sont donc les deux grandes stars du Ninkyo par la Toei, mais de manière générale, si on doit en citer que deux, je pense que ce sont eux les porte-étendards du Ninkyo. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer que Ken Takakura, lui, a réussi à se défaire, en tout cas partiellement, de cette image Ninkyo, et que par la suite, il a pu continuer sa carrière en étant un acteur un petit peu de film d'auteur, on va dire. Il a beaucoup travaillé avec Yoji Yamada, enfin il a beaucoup fait de drames par la suite, et il est devenu un acteur sérieux. Avec un certain succès. C'est devenu également un acteur habitué des productions américaines, puisqu'il était dans Black Rain, puisqu'il était dans Mr. Baseball avec Tom Selleck. En tout cas, lui a réussi sa reconversion du Ninkyo, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire de Koji Tsuruta. Koji Tsuruta, lui, pour le coup, il est vraiment resté bloqué dans le Ninkyo toute sa vie. Alors, il a continué à faire des films, mais à partir du moment où le Ninkyo a perdu de son éclat, il s'est retrouvé cantonné à des seconds rôles, et il a été beaucoup moins stakhanoviste que ça a été le cas dans les années 60 et 50. Est-ce que c'est triste? Je ne sais pas, il est tellement marqué par le Ninkyo que c'est vrai que c'est difficile de le voir dans d'autres films. Peut-être qu'il avait la capacité de faire autre chose. Après tout, il avait fait beaucoup d'autres films dans des registres très différents avant qu'il devienne cette incarnation du Ninkyo. Donc il aurait probablement pu faire autre chose, mais
il n'a pas réussi à se défaire de cette image. Il apparaît dans un film des années 80 qui s'appelle The Story of a Man Among Men, où il est dans ce rôle de mentor. C'est un film qui essaye un petit peu de retrouver cet esprit Ninkyo, mais dans les années 80, c'est un petit peu difficile à faire, ça marche pas vraiment, je trouve. Mais lui est toujours dans cette image de Yakuza héroïque, de Yakuza mythique, qui respecte vraiment les règles du code de Yakuza, avec évidemment beaucoup plus âgé, et donc dans un rôle de mentor, dans un rôle secondaire, une sorte de maître de kung-fu version Yakuza quelque part. Mais même si on peut quelque part regretter le fait que Tsuruta soit retrouvé bloqué dans l'univers du Ninkyo, et on peut aussi trouver qu'il est peut-être un acteur moins versatile quelque part que Takakura. Moi je trouve quand même que Tsuruta c'est vraiment celui qui incarne le mieux le Ninkyo. C'est pas quelqu'un qui est particulièrement flamboyant au niveau action. D'ailleurs, c'est jamais le cas des acteurs de Ninkyo. La plupart sont des acteurs par définition, c'est pas des artistes martiaux. Donc vous n'allez pas les voir faire des pirouettes ou des trucs incroyables d'un point de vue action. Mais Tsuruta, je trouve qu'il parvient encore plus que Takakura à incarner l'esprit du Ninkyo, à avoir les attitudes qu'il faut. Takakura, il est parfois un petit peu en mode droupie, un petit peu je porte toute la misère du monde sur mon dos. C'est un bon acteur, hein. Attention, je suis pas en train d'essayer de démolir Takakura, ça reste un bon acteur, ça reste une incarnation tout à fait crédible et tout à fait convaincante du Ninkyo. Mais si je devais choisir entre les deux, je trouve que Tsuruta est peut-être encore un degré légèrement supérieur dans cette incarnation du Ninkyo par rapport à Takakura. Mais bon, encore une fois, c'est extrêmement discutable. Et puis, tant qu'à parler des acteurs qui incarnent le Ninkyo, donc là on a parlé de Raizo Ichikawa, on a parlé de Tsuruta et de Takakura. Il y a un autre acteur que j'aime bien moi dans ce registre, qui est Ryo Ikebe, qui n'a pas forcément eu très souvent les premiers rôles, il a plus souvent eu les seconds rôles. C'est lui qui joue le rival alter ego de Takakura dans la série des Brutal Tales of Chivalry, mais je trouve qu'il a une bonne incarnation, un bon physique pour être justement ce héros de Ninkyo. Et si vous voulez le voir dans un film de Yakuza, alors qui pour le coup n'est pas vraiment Ninkyo, qui est un peu à contre-courant, en tout cas qui a une certaine originalité, c'est dans Fleur pâle de Masahiro Shinoda, qui est une exploration un peu autorisante, un peu nouvelle vague de l'univers des Yakuza, avec une femme enfant dont Ryo Ikebe devient fasciné. On ne sait pas si c'est vraiment... Il y a forcément une forme d'amour, mais il y a également d'autres sentiments à l'œuvre. Le noir et blanc est magnifique, il y a des très belles séquences de jeu. Il y a vraiment quelque chose d'assez fascinant, d'assez étonnant dans ce Fleur pâle, et Ryo Ikebe est parfait donc dans le rôle d'un Yakuza qui est sorti de prison et qui va se retrouver de nouveau happé par cet univers à travers la fascination qu'il va avoir pour cette jeune femme. Donc un autre film que je vous recommande, donc un petit peu différent par rapport à ce que le cinéma de Yakuza des années 60 proposait. On va parler un petit peu également du Jitsuroku, alors d'autant plus que moi c'est le sous-genre du film de Yakuza que je préfère. J'adore le Jitsuroku. J'adore tout particulièrement les films de Kinji Fukasaku, je pense que ça se voit dans la vidéo, mais on va essayer de parler de quelques autres films. Dans la vidéo, moi j'avais suggéré de voir Okinawa Yakuza War, dont j'avais déjà un peu parlé dans la rétrospective Sonishiba. Alors même si j'étais un petit peu critique dans la rétrospective Sonishiba, mais quand même c'est un bon Jitsuroku. Si vous aimez ce registre, logiquement vous devriez quand même passer un bon moment à le voir. J'ai également recommandé Quartier Violent. Donc je le recommande, c'est sûr, mais il faut être conscient que Quartier Violent, c'est un film qui a des défauts. C'est pas un film parfait, loin de là, il y a pas mal de défauts. Déjà, il y a une intrigue qui est finalement assez basique, qui n'apporte pas vraiment grand-chose au genre. On a également des moments qui s'étirent un petit peu trop, à mon humble avis. Toutes les séquences de danse
dans le club. Je trouve que Gosha en abuse un petit peu. Et puis on a également un problème avec l'acteur principal qui est Noboru Ando. Noboru Ando, c'est un peu le Michael Chan japonais, puisque c'était lui aussi un ancien Yakuza et qui s'est reconverti dans le cinéma et qui est devenu un habitué évidemment des films de Yakuza. Et alors, Noboru Ando, il a une super gueule, il a une cicatrice, donc il amène un bagage réel dans les films dans lesquels il a, qui est tout à fait souhaitable et qui est tout à fait intéressant. Mais il est très bien quand il est dans les seconds rôles, et quand il est dans les premiers rôles, c'est nettement moins ça. Il est quand même assez limité en tant qu'acteur, et je trouve que ça se sent beaucoup dans Quartier Violent. Il est quand même pas capable de nous proposer beaucoup d'émotions différentes pour son personnage, et ça limite un petit peu l'empathie ou l'intérêt qu'on peut avoir pour le suivre. Mais malgré ces scories, Quartier Violent, il a quand même des fulgurances assez fascinantes. Il y a des séquences de meurtre ou des séquences d'action qui sont extrêmement brutales, extrêmement violentes. Il y a des personnages qui sont assez barrés. Il y a plein d'idées un peu étonnantes, un peu étranges, avec une réalisation très inspirée. Je pense par exemple à toute une série de meurtres avec un personnage de transsexuel a priori, qui se rapproche énormément du giallo à la Dario Argento. Donc c'est assez fascinant de voir ça dans un Jitsuroku japonais. Donc il y a ces moments quand même assez dingues qui permettent quand même de passer un bon moment à voir le film, même s'il est assez inégal. Et puis pour continuer dans ce registre du Jitsuroku, je vais encore vous balancer deux autres titres qui, je pense, méritent le coup d'œil. L'un d'entre eux, c'est True Account Osaka Shock Tactics, qu'on doit à nouveau à Sadao Nakajima, donc l'auteur de Okinawa Yakuza War. Sadao Nakajima, qui était un de ces piliers de la Toei, un des piliers quelque part du cinéma d'exploitation japonais, et qui, dès qu'une mode était lancée, s'engouffrait dans la brèche et faisait des films dans ce registre. Donc il a œuvré dans tous les registres qui marchaient à un moment donné. Et il a fait du bon travail quand il s'agissait de faire des Jitsuroku. Et donc Osaka, True Account Osaka, je me perds un peu dans le titre, True Account Osaka Shock Tactics. Donc c'est une histoire de guerre des gangs à Osaka, avec toutes les gueules de la Toei auxquelles on est habitué durant cette période. Et tout particulièrement ici la présence de Hiroki Matsukata, qui est un acteur que moi j'aime beaucoup, qui a vraiment une gueule parfaite pour les films de Yakuza. Alors, il était déjà apparu dans des Ninkyo, plus dans des seconds rôles, il était même apparu dans les films de ninja, mais je trouve qu'il n'était pas tout à fait à son aise dans ce registre, et je trouve qu'il est parfait dans les films de Jitsuroku. J'ai fait beaucoup d'éloges de Bunta Sugawara dans les films de Jitsuroku, mais Hiroki Matsukata, il est juste derrière pour moi. Il a vraiment une intensité, il a une gueule qu'il faut, et il est tout à fait excellent dans ce True Account Osaka Shock Tactics. Alors ça manque peut-être un poil d'un propos par rapport à ce que ça voudrait dire, peut-être par rapport à la société japonaise, par rapport à l'influence des Yakuza. Ça se repose essentiellement sur la violence et sur la surenchère d'érotisme, de violence, de guerre de gang, de sale gueule, d'insultes et tout ça, plus qu'un propos qui va plus loin que ça. Donc c'est la limite du film, mais dans le reste, dans son registre spécifique de Jitsuroku, d'exploitation, il est quand même très bien fait et très sympa. Et si vous aimez le Jitsuroku, vous devriez quand même pouvoir prendre votre pied en le regardant. Et un autre film dans ce registre que je veux vous recommander, c'est The Tattooed Hitman, qu'on doit à Kosaku Yamashita. Et donc j'ai déjà un petit peu parlé là de Bunta Sugawara, qui est donc l'acteur numéro 1 quand il s'agit de Jitsuroku. Et donc là il joue un tueur d'élite qui travaille pour des Yakuza, mais il est en mode badass 200%, c'est-à-dire qu'il ne se laisse
marché sur les pieds par personne, mais vraiment personne, quoi. Vous pouvez être flic, vous pouvez être politicien, vous pouvez être un homme d'affaires super riche, vous pouvez être le chef d'un gang yakuza super influent. Si vous le faites chier, eh ben, il va revenir vers vous et il va vous en mettre une. Alors si vous avez de la chance, il va vous mettre une baffe. Si vous n'en avez pas, il va vous mettre une balle. Et c'est comme ça pendant tout le film. Il est à fond, c'est absolument génial quand on aime Bunta Sugawara en mode badass, comme c'est mon cas. Et ben alors là, vous allez être aux anges. Évidemment, ça va mener à des complications, hein, parce que quand on est comme ça, ben, on se fait beaucoup d'ennemis. Donc ça va mener pas forcément à une histoire tout à fait positive pour notre ami Bunta, mais vous allez quand même le voir donner de la baffe, donner du coup de poing et en imposer pendant la grande majeure partie du film. Et je dis la grande majeure partie du film parce qu'il y a une espèce d'épilogue un peu surprenant. J'essaie de ne pas vous spoiler, même si vous pouvez probablement voir dans quelle direction ça va. Mais le film est assez surprenant par certains côtés. Il parvient à générer de la surprise. Il parvient à rester dans le registre du Jitsu-Roku avec tout ce que ça implique d'effets de style et avec tout ce que ça implique de thèmes et de violence et d'érotisme. Mais il est aussi suffisamment malin pour prendre parfois des chemins de traverse ou prendre des directions différentes qui font que on reste surpris et on reste intéressé, même si l'épilogue, moi, me laisse un petit peu perplexe, mais quelque part c'est original. Et dans tous les cas, donc si vous êtes un amateur de Bunta, ben, allez-y, The Tattooed Hitman, vous allez adorer. Et puis de manière générale, si vous aimez le Jitsu-Roku, vous devez y jeter un œil. Je vais également revenir un petit peu sur le cinéma de Yakuza des années 1980. Comme vous avez pu le voir dans le commentaire que j'en donne dans la vidéo, je suis assez critique de cette période du cinéma de Yakuza. Évidemment, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Il y a quand même des films intéressants durant cette période. Et il faut d'autant plus le mettre que j'ai fait un petit sondage sur le genre de film de Yakuza que vous préférez, et sur les 25 réponses que j'ai eues, le genre, si on peut appeler ça un genre, des années 1980 est celui qui est venu en seconde position. Donc visiblement, les années 80, en termes de films de Yakuza, eh bien, il y a pas mal de fans. Donc n'écoutez pas forcément ce que j'en dis, essayez d'explorer davantage ce que le cinéma japonais a proposé durant cette période. Vous y trouverez peut-être davantage votre compte que moi, et ça mérite certainement d'être exploré. J'ai un petit peu parlé de Yakuza Ladies, je vais revenir davantage dans le détail donc de Hideo Gosha, le film qui a été un des rares à lancer une série. Je trouve que le film a des qualités, principalement grâce à son actrice principale, mais je garde une certaine réserve sur Yakuza Ladies à cause du personnage de la petite sœur, qui est un personnage qui est quelqu'un de civil, en fait, de la vie civile, et qui va tomber amoureuse d'un Yakuza et qui va se retrouver en opposition avec sa grande sœur à cause de ça. Ce qui est une intrigue qui est intéressante, qui pourrait tout à fait marcher. Le problème, c'est que Hideo Gosha a recours à un artifice totalement daté, qui était particulièrement apprécié du cinéma japonais des années 1970, qui est le viol, en fait. Dans le cinéma japonais des années 1970, il y a beaucoup de films dans lesquels il y a des séquences de viol, et durant laquelle, après le dit viol, le personnage féminin va tomber amoureux de son violeur. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement présent dans le cinéma japonais des années 1970 et qui est extrêmement limite, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on peut dire que ça faisait partie d'une tendance de cette période, ok, on peut plus ou moins l'accepter, mais je trouve que y avoir à nouveau recours dans un film des années 1980, c'est quand même, c'est très mauvais, c'est nul. C'est nul tout simplement, c'est un artifice totalement grossier. Il n'y a plus cette espèce d'excuse de dire que ça fait partie d'une espèce de mode du moment. Non, dans les années 1980, heureusement, le cinéma japonais était passé à autre chose. Et donc avoir de nouveau recours à cet artifice daté des années 1970, je trouve ça extrêmement douteux. Et d'autant plus
qu'il n'y a pas vraiment d'alchimie, je trouve, entre les deux acteurs. Et on a vraiment du mal à croire en cet amour fou entre cette jeune fille et ce Yakuza qui est pas particulièrement marquant ou flamboyant. Et donc, ça tire vraiment vers le bas Yakuza Ladies. Et c'est dommage parce que pour le reste, le film est pas trop mal. Ceci étant, alors j'ai pas vu tous les Yakuza Ladies, il y a quand même 16 Yakuza Ladies. Donc bon courage pour tous vous les voir. D'autant plus qu'ils ont un défaut récurrent qui est qu'ils ont tendance à facilement atteindre les 2 heures, ce qui je trouve est un petit peu long pour un film de Yakuza. Moi j'aime bien mon film de Yakuza bien tassé à 90 minutes. Je trouve que c'est parfait comme ça. Alors après il peut y avoir des œuvres plus ambitieuses, hein, pourquoi pas, mais il faut le justifier et souvent les films de la série de Yakuza Ladies ont quand même tendance à un peu tirer sur la corde. Ceci étant, moi j'ai bien aimé le Yakuza Ladies Revisited, qui est le 4e, si je ne m'abuse, qui on doit à l'indispensable Sadao Nakajima, et qui est vraiment pas mal avec tout ce qu'on attend d'un film de Yakuza, avec les guerres de gang, avec une emphase là qui est mise sur le côté drame familial. C'est quasiment Dallas, hein, c'est vraiment la mère, le fils, la belle-sœur, le beau-frère, et tout ça s'entretue, s'engueule. Bon, ça a un côté un peu soap opéra, mais il n'empêche que c'est bien foutu. On retrouve à nouveau Shima Iwashita en dame de fer des Yakuza, elle est parfaite. Puis il y a des éléments de la direction artistique que je trouve assez inspirés, avec des belles séquences de vengeance, ou même des séquences de discussion, parce que mine de rien dans les films de Yakuza il y a beaucoup de séquences où ça parle, mais il y a quelque chose dans l'esthétique, je trouve, qui est assez réussi dans ce Yakuza Ladies Revisited. Je dois d'ailleurs préciser que ne vous attendez pas à une continuité dans les Yakuza Ladies, hein, on est dans des suites type japonaise des années 60 ou type hongkongaise des années 1980, c'est-à-dire que ça reprend le titre, mais ça reprend le type, ça reprend le concept, mais ça ne va pas plus loin, on est à chaque fois sur des histoires différentes. Alors ça peut être un peu difficile à suivre pour les Yakuza Ladies, parce qu'on va retrouver également les mêmes acteurs, un peu dans le même type de rôle. Yakuza Ladies Revisited, Yakuza Ladies, le premier, Shima Iwashita, et joue exactement les mêmes rôles, mais ce n'est pas le même personnage. Donc il faut le savoir quand même pour essayer de s'y retrouver, parce que ça peut être un peu confus si vous cherchez à créer des connexions avec ce que vous avez vu précédemment. Mais donc il y a des Yakuza Ladies qui méritent d'être vus. C'est pas forcément la toute meilleure série de films de Yakuza à mon humble avis, mais il y a suffisamment de bonnes choses pour que ça mérite une vision. Et puis on va terminer cette vidéo de retour qui, comme d'habitude, est beaucoup trop longue, par évoquer un petit peu davantage les films de Yakuza des années 1990, et puis pour vous donner d'autres recommandations. Dans les auteurs que j'ai cités, donc évidemment je l'ai cité, l'incontournable Takashi Miike. Comme vous avez pu le voir, moi je suis moins client de la partie Yakuza délirant, on va dire, type Ichi the Killer, type Full Metal Yakuza, type Gozu également. Tous ces films de Yakuza un peu starbés, c'est pas forcément désagréable. Gozu par exemple est pas trop mal. Par contre Full Metal Yakuza, bof, et Ichi the Killer également bof. Mais moi je préfère quand Miike essaye de faire des choses un petit peu plus posées. J'aime beaucoup par exemple son Blues Harp, avec la rencontre à Okinawa entre un Yakuza et un petit gars qui essaye de percer dans la musique. Je trouve que c'est un film assez touchant. De manière générale, je préfère quand Miike touche à des thématiques plus liées à la jeunesse, à l'enfance. Je trouve que c'est des choses qui sont plus intéressantes dans son cinéma que quand il essaye de faire dans la surenchère un peu délirante, même s'il y a quelques trucs sympas quand même à trouver là-dedans. J'aime également assez son diptyque The Man in White, qui a été fait avec assez peu de moyens, qui est un peu une version un peu plus musclée de Agitator. Il y a un peu les mêmes ressorts. Il y a Masaya Kato dans les deux films, mais dans The Man in White, il a des séquences d'action assez réussies, assez
importante au niveau durée, au niveau quantité également. Alors il adopte par contre une mise en scène qui est à fond Bourne Identity, ce genre de truc, donc avec la caméra qui bouge tout le temps, ce qui moi m'agace un poil, mais après c'est un choix stylistique, il l'assume totalement du début jusqu'à la fin, et comme j'ai dit, le film est plutôt pas mal. C'est deux films en fait, mais enfin c'est deux films qui sont complètement liés, donc c'est un film de 3 heures en réalité, divisé en deux. Et c'est plutôt sympa, c'est assez musclé, avec des bons personnages, des bons acteurs, donc plutôt recommandé si vous voulez continuer à voir du film de Yakuza en matière de... si vous aimez Mickey, ça fait partie des films qui sont moins connus de lui, j'ai l'impression, c'est pour ça que j'essaye un peu de le mettre en avant également. Et puis en réalisateur de films de Yakuza intéressants de cette décennie des années 1990, il y a Rokuro Mochizuki, à qui on doit Onibi le démon et Another Lonely Hitman, qui sont tous les deux des variations du même concept, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois un ancien Yakuza qui sort de prison et qui veut raccrocher les gants, mais parce que il est, mine de rien, toujours un peu old school, toujours avec une certaine idée de l'éthique des Yakuza, va se retrouver à devoir de nouveau intégrer ce monde, et ça va évidemment pas terminer de la meilleure des façons pour lui. C'est deux films assez réalistes, mais en tout cas qui ont des personnages tout à fait intéressants, qui ont des personnages assez fascinants, qu'on aime à suivre, et donc qui méritent d'être vus. Donc les deux films que j'ai cités. Il a fait également Yakuza in Love, que j'ai trouvé nettement moins réussi. Et étonnamment, alors qu'il y a eu un bon retour critique pour les films de Yakuza qu'il a fait, parce qu'à la base il vient du porno, je crois. Il n'a pas réussi à rentrer dans les années 2000, il a fait 1 ou 2 films, je crois, dans les années 2000, et puis il a disparu à nouveau, et c'est dommage parce qu'il avait une touche par rapport au film de Yakuza, il avait des choses à dire, peut-être qu'il avait finalement dit tout ce qu'il avait à dire sur le sujet, je ne sais pas, mais il a disparu à partir des années 2000, et c'est dommage. Mais voilà, ça fait partie des autres réalisateurs intéressants de la décennie 90 quand il s'agit de films de Yakuza. Et un dernier film de Yakuza de cette période 90 que j'aimerais un petit peu mettre en avant, c'est celui qui a servi de vignette pour cette vidéo. Et c'est un film qui s'appelle Legend of Turmoil, réalisé par Seiji Izumi en 1992. Seiji Izumi, c'est un réalisateur qui également a pas mal œuvré dans le monde du film de Yakuza. On lui doit Voswell's Yakuza, dont j'ai parlé quand il s'agissait des films de Yakuza des années 1980. Alors, je suis très très loin d'avoir vu tout ce qu'il a fait en film de Yakuza. Je serais très curieux de voir les autres films qu'il a fait. Il en a fait visiblement un bon petit paquet. Certains ont l'air d'être intéressants, mais comme c'est souvent le cas pour les films de Yakuza, il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Et donc, on a, mine de rien, même si moi j'en ai vu un bon petit paquet, j'en ai vu quelque chose comme 150, peut-être un peu plus, je ne suis vraiment que sur la face immergée de l'iceberg. Il y a encore des dizaines et des dizaines, voire des centaines de titres qui méritent d'être vus. Et Seiji Izumi, donc il a fait plein de titres qui, a priori, sont assez mal connus en dehors du Japon. Et Legend of Turmoil, je trouve que c'est un excellent film de Yakuza. En fait, c'est une sorte de synthèse de tout ce qui avait été fait jusqu'ici. On retrouve un petit peu du Ninkyo des années 60, on retrouve un petit peu du Jitsuroku des années 70, et également de cette tendance de féminisation des années 1980 avec des personnages féminins qui sont, mine de rien, assez importants dans l'intrigue. Et tout ça, ça pourrait donner le film type de Yakuza des années 1980, c'est-à-dire ces films boursouflés, à vouloir à fond jouer sur le côté drame, avec des personnages qu'on veut très fouillés, mais qui au final sont un petit peu agaçants, un petit peu chiants. Mais c'est pas le cas, ça réussit finalement sur tous les niveaux, dans une forme très années 1990, très moderne, avec une très légère influence également hongkongaise. Il y a une séquence de l'attaque du quartier général d'un clan Yakuza qui a des
des petites inspirations, des petits éclairs du côté de Hong Kong. C'est une séquence qui est très très réussie. Et puis c'est également un des tout meilleurs films, je trouve, avec Akira Kobayashi. Akira Kobayashi qui est un habitué du film de Yakuza parce qu'il était déjà à faire des Ninkyo dans les années 60, il était également dans pas mal de films de Jitsu Roku des années 70, qui est bien dans les deux registres d'ailleurs, mais qui n'est pas un acteur que moi j'apprécie plus que ça. Il fait du bon boulot, hein. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais acteur, non, c'est un bon acteur, il fait du bon travail dans les films de Yakuza des années 60 et des années 70, mais je trouve qu'il est tout à fait excellent ici dans Legend of Turmoil, peut-être parce qu'il a pris également en gabarit, il est plus vieux évidemment, et il a une masse, il a une attitude qui je trouve est tout à fait excellente dans le film, il a un certain charisme, on croit vraiment en son personnage de Yakuza, et ça donne donc un film qui est un peu l'osmose de toutes les tendances qui l'ont précédé, mais avec une réussite au final, là où ça aurait pu tout à fait se planter, ou là où ça aurait pu donner quelque chose de boursouflé et de rupture de ton qui n'ont aucun sens, mais non, ça marche vraiment bien dans ce Legend of Turmoil de Seiji Izumi, et donc un film que je vous recommande si vous aimez les films de Yakuza. Voilà, bon, je pense que j'ai parlé suffisamment longtemps des films de Yakuza. Comme vous voyez, c'est un genre que j'aime vraiment bien, c'est un genre qui me botte, et donc je suis content d'avoir pu faire une vidéo sur le sujet et d'avoir pu pousser encore un peu plus par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à poser de nouveau des questions si vous en avez, et n'hésitez pas surtout à aller explorer davantage le monde fascinant des Yakuza. Il y a vraiment énormément de choses extrêmement intéressantes, extrêmement réussies à découvrir, et je pense que vous y prendrez beaucoup de plaisir en tant que cinéphile. Donc bon film, et à très bientôt sur une prochaine vidéo de la Maison du Cinéma Asiatique.